Bonjour Gwendoline. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, excusez-moi, j'ai un nouveau téléphone. Il faut que j'arrive à le caler comme il faut. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon dimanche. Bonsoir Françoise. Bonsoir Baba. Bonsoir Aline. Faut que je calme mon téléphone. Ouais, je vais, ça va aller. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un bon dimanche. Euh, donc je ne parlerai pas de ce qui se passe sur mon compte personnel. Attention, ceux qui sont venus pour ça, ça sert à rien. Je ne parlerai pas de ce qui se passe sur mon compte personnel, ça reste personnel. Ici on est sur une divise, donc je vous parlerai de. Je ferai mon live normalement. Bonsoir Carole. Bonsoir Tony. J'espère que vous avez passé tous un bon dimanche. Un beau dimanche ensoleillé ou pas. Vous avez pu sortir ou pas, comme vous avez pu, comme vous avez voulu. Donc voilà. Je vous remercie à tous d'être présents. Donc c'est un live, je vais reprendre les lives que je faisais tous les 15 jours, l'envers des légendes. Alors j'ai attaqué par un sujet un peu plus hors sujet, comme indiqué dans le titre. Bonsoir Vincent Nord. Voilà. Je vais être un peu plus décalé que d'habitude où je me concentre sur une légende. Là je vais me concentrer sur quelque chose qui est un peu hors sujet, donc voilà. Pour attaquer ça sera plus simple. Cora. Je sais plus qui c'est Cora. Merci pour les partages, merci d'être là, merci, bonsoir Myriam. Alors dès que je touche mon téléphone, il risque de se casser la gueule, donc voilà, je fais très attention. Ah là là, le support, il n'est pas terrible. Ah, je vais pas y arriver, j'ai deux biais tout le long. Toujours pas me technique de toute façon. Hop, les commentaires ne défilent plus. Bonsoir Steph. Bonsoir à tous ceux que j'ai pas dit bonsoir, que j'ai pas vu parce que les commentaires n'ont pas défilé. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, alors je ne parlerai pas. Je dirai juste un mot sur. Voilà, je suis quelqu'un qui suis contre la violence conjugale, en général, hein, pas contre les femmes, contre les hommes aussi, ça arrive. Donc voilà, je suis quelqu'un qui essaie de s'investir là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je réagis mal à certaines situations. Mais voilà. Donc j'encourage tous les gens à rester dans le droit chemin et à ne pas hésiter à en parler. C'est tout ce que je dirais sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on va faire un live un peu spécial sur l'ambiguïté dans le paranormal. Donc on va toucher à tous les sujets en fait. Pourquoi ce non-ambiguïté? Tout ce qui est gêne un peu. Tout ce qu'on ne sait pas trop en fait si c'est vrai ou pas. En fait il y a un support qui est censé se poser mais je le fixe sur un support droit donc c'est un peu branlant. Donc voilà, j'aurais dû mettre du scotch autour mais bon. Donc voilà, c'est un live que je fais donc sur mon téléphone. Je ne suis pas sur l'ordinateur. Je vais préparer mes prochains lives sur l'ordinateur pour refaire avec la présentation de Michel Billet et tout ça. Merci Baba. Bon dimanche à toi aussi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu je vais essayer de faire un top 10, c'est marrant à dire. En fait, des sujets qui sont sujets à ambiguïté justement dans le paranormal. Donc voilà. Bonsoir Cécile. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un bon dimanche, un bon week-end en famille ou pas, vous avez réussi à sortir, rester chez soi. Voilà, j'espère que vous avez passé tous un bon dimanche. Bonsoir Nathalie. Donc voilà, donc on va parler, donc voilà, ça sera en 10 étapes. Chaque fois que je parlerai d'un sujet, n'hésitez pas à réagir, hein, je lirai vos commentaires avec plaisir, on reviendra dessus. Alors, si je rate des commentaires, je vous rassure, ma femme me les dira. Donc voilà. On va parler du premier sujet qui est le sujet ambiguïté dans le paranormal, c'est ce qu'on appelle les pareillidolies. Alors c'est déjà un mot qui est super chiant à dire et qui est assez chiant à comprendre en fait. Qu'est-ce qu'une pareillidolie? Pareillidolie, voilà. Alors, en fait, une pareidolie, c'est une interprétation du cerveau d'une image ou d'un son que l'on voit ou que l'on entend. Notre cerveau a envie de faire en sorte que ce soit une forme que l'on reconnaisse. Les fameux visages que l'on voit sur les murs.
certaines, voilà, pardon, dans la nature, certains rochers, certains arbres font en sorte que notre cerveau l'associe à une image que l'on connaît, un visage, un corps, un objet, les nuages, c'est l'une des pareidolie les plus connues. Les nuages que l'on interprète comme étant un oiseau, un chapeau, tout ça. C'est ça la pareidolie. Elle existe au niveau sonore aussi. Des sons que l'on entend, mais comme notre cerveau cherche à les identifier. Coucou mamie. Salut Nini. Quand notre cerveau cherche à les identifier, en fait, on va essayer de comprendre. Notre cerveau va comprendre quelque chose, alors que ce n'était pas ça. Voilà ce qu'est une pareidolie. C'est comme ça que c'est expliqué. Ensuite, là où c'est ambigu, c'est à quel moment on passe de la pareidolie à l'apparition subtile. Ou alors à quel moment on passe voilà, d'une apparition, sachant qu'on part d'un principe qu'une entité n'a pas beaucoup d'énergie, donc elle n'a pas beaucoup de moyens de se manifester. Et si elle est sur un fond, un mur, des arbres ou quoi que ce soit, si elle fait une légère apparition, donc des légères formes, à quel moment on arrive à dissocier la pareidolie de la vraie apparition? Voilà, c'est là-dessus que ce mot qu'on sort énormément souvent, la pareidolie, surtout sur la photographie. Voilà, on prend une photo, 90% des gens vont dire oh c'est une pareidolie. Bah, à quel moment on dit que c'est une pareidolie, à quel moment on n'est plus dans la pareidolie, on est dans l'apparition. Donc voilà, c'est là-dessus que ce pareidolie est ambigu, c'est qu'on n'arrive pas à savoir la différence entre les deux. On n'arrive pas à savoir à quel moment on passe à la pareidolie. Voilà, le cerveau détecte des choses que l'on voudrait voir. Mais à quel moment on n'est plus dans l'interprétation, on est juste dans l'analyse. À quel moment le cerveau ne fait qu'analyser ce qu'il voit tandis qu'il n'est plus en train d'interpréter. Voilà, est-ce que vous en avez une idée, vous? Est-ce que vous savez à quel moment on peut dissocier la pareidolie de la vraie apparition? Il y en a qui sont flagrants, les nuages, tout ça c'est des trucs flagrants. Mais sur les photos, surtout en milieu sombre, souvent poussiéreux, souvent avec des fonds délabrés, donc plein de formes dissociées, à quel moment on peut se dire qu'on passe d'une photo avec une pareidolie à une photo avec une apparition? C'est compliqué. Je ne parle pas de la vraie apparition qu'on voit très rarement d'ailleurs, qui se détache du reste du décor, mais à quel moment on peut savoir qu'on n'est plus dans l'illusion optique et qu'on est dans un vrai témoin d'une apparition? Merci Corinne. Et bonsoir Corinne. Bonsoir Anouk. Donc voilà, c'est un des premiers sujets que je trouve très ambigu, très populaire dans le paranormal, voilà, souvent sur les photos. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que souvent, 90% du temps, c'est des pareidolie, ou est-ce que... Non, mais il y a certaines photos, on se demande. Est-ce qu'on est vraiment dans la pareidolie? Est-ce qu'on est plus dans l'apparition? Si tu fermes les yeux et que ça y est encore, c'est une apparition. Ah, donc en fait, tu sous-entendrais que l'apparition émet une lumière qui reste sur... C'est le principe de quand on voit une source de lumière qu'on la ferme, on la voit toujours. Ah, c'est intéressant. Sur les photos ou en audio, peut-être si tout le monde en voit ou entend pareil. Ah, pourquoi pas? Effectivement, c'est peut-être une idée. Si effectivement tout le monde aperçoit la même chose, à ce moment-là, on peut se dire qu'on est. Est-ce qu'on est plus dans la pareidolie parce que ça nous rappelle tous la même chose, ou est-ce qu'on est plus dans l'apparition parce que tout le monde voit effectivement la même chose? Alors, ce qui est trompeur, c'est quand une personne, ou une photo avec une pareidolie ou une apparition, quand une personne dit ce qu'elle voit. En général, même si c'est une pareidolie que vous dites je vois un lapin, les gens vont automatiquement, leur cerveau va automatiquement se dire ah ben ouais, c'est peut-être un lapin. Tu envoies de la fumée de crapette et là. Donc voilà, moi je trouve que c'est un des sujets très ambigus dans le paranormal. Parfois, je crois voir passer des trucs à côté quand je lis ou autre chose. Alors les ombres, c'est encore un autre sujet, et c'est un sujet que je développerai d'ailleurs sûrement dans un vrai sujet sur les ombres et tout ça, parce que c'est souvent un truc qu'on voit du coin de l'œil. Et c'est pas, voilà, on n'est pas dans le pareidolie, on est vraiment dans un truc qu'on voit furtivement. Alors, il y a des légendes là-dessus. Et si on prend une photo sur le début d'une apparition, c'est quoi alors? On pourrait dire que c'est une para. Alors c'est ça justement, à quel moment? C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se dire, on n'arrive pas à accepter, peut-être qu'on n'arrive pas tout simplement à accepter que ce n'est pas une pareidolie, que c'est quelque chose de vrai. Moi j'ai toujours dit que si jamais on filmait une apparition corporelle droit devant nous, 90% des gens n'y croiraient pas. Moi je regarde et je vois. Alors moi je rassure souvent, quand les gens me montrent des photos, ils disent oh, regarde là, il y a ça, faut que je cherche, hein, parce que je vous vois très rarement les choses. Voirait un chat par exemple donner une réponse en privé. Oui, alors ça serait une bonne idée. En fait, dans une photo, faire en sorte que les réponses soient masquées.
comme ça comparer les réponses. Et effectivement, si une majorité de personnes voient une apparition, peut-être qu'à ce moment-là, on est plus sur une apparition. Euh, voilà, c'est ne pas être influencé par une idée de quelqu'un d'autre. Salut Shun. Donc effectivement, ça serait une solution pour arriver à dissocier la pareidolie de... Le seul qui développe la clairvoyance, et je commence à voir identité par exemple mon arrière-grand-père. Alors je vais en parler justement après, voilà, c'est un des sujets d'ailleurs ambiguïté. J'ai pris une photo pour ton sujet. Ah, c'est une photo de pareidolie que tu as pris? Parce que j'ai vu pas mal de photographes, hein, pour tasser un peu de sujet, j'ai vu des photos. Eh ben, je vous promets qu'il y a des photos dans la nature que vous prenez, vous, vous l'interprétez. Voilà. J'ai vu une photo d'un rocher, on aurait dit un visage d'homme sculpté alors que c'était totalement naturel. La pareidolie est très. En fait, voilà, c'est la manière dont travaille notre cerveau. Notre cerveau associe des images à des idées. Donc on va d'ailleurs passer sur le deuxième sujet, comme ça au moins c'est un peu de la pareidolie, c'est plus la pareidolie auditive, les PVE et la spirit box. Donc voilà, c'est le deuxième sujet. Parce que la PVE et la spirit box, donc, on va commencer par les PVE. Les PVE, c'est donc on peut considérer que c'est une pareidolie auditive, une anomalie auditive. À quel moment je vois régulièrement les silhouettes noires sur le côté d'animaux? Ah, c'est original. C'est rare que les gens voient des animaux. C'est pour ça que tu fais voir des photos, tu ne dis rien comme ça. Tout à fait. C'est pour ça que je fais peut-être. Alors attends, c'est ce que je fais pour être sûr que personne n'est un. Ouais, tout à fait. Mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de, pas, de pouvoir compiler les résultats sans être influencé. Alors pour les PVE, on se retrouve dans la même situation. À quel moment on a juste une anomalie auditive et à quel moment on a un PVE. Alors, moi qui fais des analyses, souvent sur le spectre visuel, donc donner une image à un son, on arrive à différencier. Souvent les PVE, les plus beaux PVE que j'ai vus n'avaient aucune empreinte auditive. Il n'y avait aucune anomalie visuelle. Et à ce moment-là, on entendait pourtant clairement quelque chose. C'est assez troublant. Ça, au début, c'est assez troublant. Après, on s'y habitue. Souvent, quand on voit quelque chose, on se dit que c'est plus une anomalie, c'est plus une pareidolie que vraiment un PVE, alors qu'on se trompe peut-être complètement. Hein. C'est peut-être complètement l'inverse. Donc voilà, les PVE, c'est aussi un sujet à ambiguïté parce que souvent, moi quand j'écoute des PVE, je fais écouter à deux personnes, je n'entends jamais la même chose. Mais vraiment jamais. 90% du temps, je suis totalement décalé. Alors souvent, les personnes entendent la même chose. Souvent, moi, j'entends quelque chose de complètement différent. Alors peut-être que je ne suis pas fait pour ça, peut-être que j'ai pas l'oreille pour ça. J'arrive à les repérer, mais j'arrive pas à les comprendre. Donc voilà. Et ce qui est la Spirit Box, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus ambigu. Parce qu'on est sur des fréquences radio balayées. Donc voilà, la Spirit Box, ça balaye les fréquences radio. On est sur des fréquences radio balayées. On a beau couper l'antenne, on reste quand même sur une radio donc qui est susceptible de capter des ondes, surtout en AM. Donc on peut avoir des mots qui sortent d'une émission, d'une série télé. Alors, on peut se dire qu'on ne capte pas trop quand on entend très rarement de la musique, ou pas du tout de musique d'ailleurs. Il y a un moyen, ça s'appellerait faire une cage de Faraday. Alors le problème, on a essayé de faire une cage de Faraday. J'ai essayé, hein. C'est très bien la cage de Faraday. Donc le principe c'est d'isoler totalement la split box des ondes magnétiques, donc de ne plus capter. Le problème c'est que vous êtes obligé d'entendre. Donc, pour entendre, vous devez sortir un écouteur, voilà. Et le problème, c'est que cet écouteur, on peut considérer qu'il sert d'antenne. Alors, faudrait que tu me la montres, Martial, ta photo. Donc voilà, on peut considérer que ça sert d'antenne. Donc on ne peut pas totalement isoler. Ou alors, il faudrait faire une cage de Faraday en grillage, qui est d'une technologie que je ne maîtrise pas trop. Mais là, les expériences que j'ai faites, on n'arrivait pas à s'isoler totalement des ondes radio. Et après, j'en ai parlé avec certains enquêteurs étrangers, surtout beaucoup étrangers, parce qu'ils acceptent plus facilement de communiquer les techniques. En fait, il y a une théorie qui dit que les esprits se servent justement de ces ondes radio pour arriver à moduler, à passer leur message à travers donc, ces fréquences parasites. Donc voilà, c'est là-dessus que les gens. Bonsoir Vanessa. C'est là-dessus que les gens n'arrivent pas à être d'accord sur les PVE. Est-ce qu'on doit capter, est-ce qu'on ne doit pas capter? Est-ce que les esprits ont besoin des ondes radio, donc des ondes hertziennes pour pouvoir communiquer? On ne sait pas. PVE, Jean-Marc. Coucou l'ancêtre. Ah oui, par la papy, au vieux. Donc voilà. Je trouve que c'est quand même un sujet à méditer, les PVE, la Spirit Box. Je les mets tous les deux dans la même catégorie. Juste après les pareidolie parce qu'on reste plus ou moins dans la même catégorie. C'est beaucoup dans l'interprétation en fait. On est beaucoup, enfin par normal, on est beaucoup sur l'interprétation.
Le problème, c'est que l'interprétation est propre à chaque personne. Ça ne veut pas dire que si je prends une photo et que je vois un esprit, que j'ai tort. Ça veut dire que c'est une question d'interprétation. C'est une question de sensibilité peut-être aussi. Donc voilà, on est sur des sujets qui sont délicats, qui sont ambigus. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par exemple, les Spirit Box, je vois beaucoup d'enquêteurs qui s'en servent, ma femme s'en sert, moi-même j'en suis servi, et on obtient d'assez bons résultats avec la Spirit Box. C'est un des outils qui a été testé par ma bande d'enquêteurs qui arrive à rester. On m'a donné un jour, à mon naissance, mon fils, alors que mon grand-père était décédé en 2099. Je pense que tu t'es trompé dans la date, Nini. Oui, voilà, 2009. On m'a donné le jour et le mois de naissance de mon fils, alors que mon grand-père est en 2009. D'accord. Ah, c'est peut-être une manière de se faire connaître. Voilà, dans un PVE, il y a aussi le fait qu'on a des PVE qui sortent comme on dit, des données personnelles. Donc qui serviraient à identifier la personne qui est de l'autre côté, qui cherche à se faire connaître. Alors ces PVE sont quand même moins ambigus parce que si on touche des données personnelles, on a tendance à plus facilement les comprendre. Ouais, je ne sais pas ce que vous pensez des PVE de la Spirit Box. Alors les PVE de la Spirit Box, c'est quand même nous des principales preuves. Voilà, c'est les principales preuves, les principaux indices qu'on peut vous donner. C'est les indices les plus remarquables. Les images, tout ça, ça reste notre principal support. Donc si vous arrivez et vous dites, oh, de toute façon, si j'entends un PVE, je ne crois pas, ça va être compliqué pour nous de vous communiquer quelque chose. Bon, on va continuer. Si vous voulez revenir dessus, il n'y a pas de souci. On va continuer. Alors moi, le troisième sujet d'ambiguïté, qui est beaucoup dans le paranormal, surtout en ce moment, qui est bien arrivé à la mode, pardon, c'est les pendules et les baguettes. Donc voilà. Ah mais c'est super mini. Pour nous, c'est super. Si vous acceptez que ça fait partie des choses que vous pouvez croire, c'est super. Donc voilà, les baguettes et les pendules, c'est assez récent. Hein, il y a beaucoup d'enquêteurs qui s'en servent actuellement. Euh, Qu'après la mort, la vie continue. Ah, c'est peut-être une autre forme de vie, on peut peut-être pas servir, mais oui, effectivement, nous, on part du principe que ça existe. Alors, les baguettes et les pendules, c'est quelque chose qui est assez vieux et moderne. Hein, si vous voulez, beaucoup d'enquêteurs se servent actuellement des baguettes, les pendules, ça fait un petit moment. Des dactophones, justement, pour les PVE, oui. C'est là-dessus donc il faut accepter les PVE pour servir des dactophones. Donc voilà, les baguettes et pendules. Alors, les baguettes à l'origine sont utilisées par les sourciers. Sourciers, pas sorciers. Sourciers, ceux qui cherchent de l'eau, qui cherchent des personnes et tout ça. Alors, j'ai une preuve quand j'ai demandé à JD Paranormal de dire mon prénom, j'ai reconnu la voix de ma mère. Ah, alors ça, j'en parle un peu plus tard parce que ça parle des ressentis aussi. Bonjour JD. Encore voilà, les pendules et les baguettes. Alors les baguettes, quelque chose de sourcier, elles sont faites en métal, elles sont faites pour conduire le magnétisme. Donc il faut partir dans l'acceptation du magnétisme, quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Donc voilà, en fait on sert de magnétisme pour mettre le magnétisme dans les baguettes, et si un magnétisme qui le perturbe, une source d'eau, une personne ou quoi que ce soit, les baguettes réagissent. Un grand médium m'a conseillé de faire la TCI à cause. C'est compliqué d'être dans l'enquête. De voir une enquête, c'est quelque chose d'autre que d'être dans l'enquête, d'être dans l'épreuve. Je vais en parler après, les enquêtes paniques. Donc voilà, les baguettes, c'est quelque chose où on sert de notre magnétisme pour rechercher quelque chose. Le pendule, c'est pareil, les pendules magnétiseurs, je parle, ceux qui sont en métaux, ceux qui sont dans certaines pierres, qui sont là où on met notre magnétisme dedans pour ressentir une perturbation, si vous voulez. On va dire chez un Jedi, perturbation dans la force, mais bon. Ah, mais je ne te mets pas en doute, hein, Myriam, hein, je ne mets pas en doute. Là-dessus, je ne mets jamais en doute l'épreuve. Le problème, alors, dans la théorie, c'est peut-être notre enquêteur pense autre chose, pour moi, dans la théorie, si on sert des baguettes et des pendules, c'est qu'on a accepté que les entités avaient un champ magnétique. Et donc, on essaye de ressentir ce champ magnétique, donc de perturber notre propre champ magnétique à ce champ magnétique. Donc, dans ce que je veux dire, il y a un truc, c'est que c'est notre propre champ magnétique qui est dedans. Donc, c'est nous qui influençons en quelque sorte les baguettes. Alors, certains charlatans, on va dire, sont très forts pour influencer les baguettes, même sans bouger les mains, ils arrivent à faire bouger les baguettes. Les pendules, c'est pareil, c'est beaucoup de croyances. Alors, je ne parle pas du pendule de médium actuellement, je parle du pendule vraiment de magnétiseur. Pendule de médium, c'est encore une autre chose parce que c'est quelque chose qui est totalement hermétique au magnétisme, donc qui est influencé soit par un esprit, soit par autre chose.
Alors les baguettes, moi personnellement, j'y crois beaucoup en tant que sourcier, effectivement. Ça a été prouvé par A plus B depuis très longtemps, hein. On se sert de baguettes pour trouver des sources d'eau. Le pendule, c'est pareil. Il y a des très grands magnétiseurs qui sont servis de pendule pour retrouver des personnes, même éloignées. Effectivement, pourquoi éloignées? Parce qu'on peut se servir du champ magnétique de la Terre pour retrouver un champ magnétique particulier. C'est très compliqué, ça demande énormément d'années d'expérience et d'entraînement. C'est quelque chose, par exemple, je suis incapable de faire. À distance, c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Des gens sont capables de faire des choses à distance. Mais voilà, on est dans la catégorie du magnétisme. Donc pour moi, ça peut marcher, mais voilà, le problème, c'est qu'il faut que l'entité, en quelque sorte, touche les baguettes pour influencer les baguettes. Arrive à comprendre comment influencer les baguettes pour répondre à des questions directes. Voilà. C'est possible. Attention, je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis que ça reste un peu ambigu. Voilà. J'ai donné l'ambiguïté. Hein. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'effectivement c'est l'entité qui influence les baguettes ou alors c'est nous, dans notre pauvre volonté d'avoir des réponses, qu'on influence les baguettes. Alors une personne qui est magnétiseur, on peut dire qu'elle risque d'influencer les baguettes. Une personne qui n'est pas magnétiseuse, c'est plus compliqué. Après, le pendule, c'est pareil. Le pendule est fait pour répondre. Mais à quel moment on peut déterminer que c'est un esprit qui répond ou que c'est pas nous qui, avec notre volonté, même pas volontairement, mais vraiment notre volonté d'avoir des réponses qui influençons notre pendule ou nos baguettes. Pas de soucis, Véro. Merci, Chris. Oui, on peut influencer les baguettes, on peut influencer le pendule. Mais, donc voilà, moi je vous dis, ouais, on peut mais on peut se dire quelque chose. Est-ce que l'entité ou l'esprit qui cherche à communiquer avec nous ne nous influence pas pour que nous on influence les baguettes? Est-ce que c'est pas par sa propre volonté de l'esprit qui nous fait influencer les baguettes ou nous donne ce résultat? Ah, vous voyez, on peut en fait même prouver que même si c'est nous qui influençons les baguettes, on peut être influencé par l'esprit pour influencer nos baguettes. Grâce à son énergie, il nous transmet son énergie pour nous donner des réponses avec les baguettes. Ça marche pas pour trouver de l'or. Alors si, mais le jade, non. Cacahuètes, les baguettes pour la dernière enquête, c'est étonnant, les réactions des baguettes, incroyable. Est-ce que fait. Alors c'est compliqué, moi je peux pas dire fake, je peux pas dire vrai, c'est effectivement les baguettes ont réagi. Est-ce qu'ils ont réagi à sa volonté de réagir? Est-ce qu'ils ont réagi à l'entité qui était devant? Est-ce qu'ils ont réagi à une entité qui la faisait réagir elle? À moi non plus, toi, je porte pas de montre, je dérègle toutes les montres. Il y a une catégorie de montres qu'on peut porter, c'est les montres qui sont rechargées automatiquement parce qu'elles sont purement mécaniques et non pas électriques. Et oui, il y a une catégorie de montres que les magnétiseurs peuvent porter. C'est celles qui sont totalement mécaniques. Mais voilà, alors non, je ne dis pas que les gens trichent, fake sur les résultats. Je dis qu'il faut faire attention à ce que ça ne soit pas notre propre volonté d'avoir un résultat qui influence le résultat. C'est problématique. On ne peut pas trop répondre à ces questions. Actuellement, dans l'état actuel des cours, on ne peut pas répondre. Mais effectivement, un esprit, si on parle dans la croyance de l'écriture automatique, pourquoi un esprit ne serait pas capable de faire bouger notre pendule par notre propre volonté? Voilà. On tient le pendule, l'esprit influence notre propre sensation, du coup, on retranscrit ce qu'on a ressenti. Inconsciemment, tout ça se passe inconsciemment et involontairement, attention. Après, pour les pendules et les baguettes, il y a un truc très simple, il faut regarder l'orientation des mains. Si les mains restent bien comme ça, alors moi je peux pas faire dire baguette parce que je tremble tellement que j'ai forcément les baguettes dans le boulot. Si les personnes les fixent comme ça, alors pas bras tendu parce que bras tendu vous allez automatiquement trembler, vous tenez vos baguettes bien horizontales. Et surtout, il ne faut pas s'orienter comme ça. Vous le voyez très vite, hein, c'est des petites impulsions en fait. Les gens, c'est tellement conscient que c'est des petites impulsions. Comment bouger les baguettes sans bouger les mains? Mais justement, c'est pas nous qui bougeons les baguettes. Quand tu tiens des baguettes droites, si elles bougent, c'est qu'il y a, par rapport au magnétisme que tu as influencé dans la baguette, il y a un autre magnétisme qui te perturbe, comme des aimants. En fait, tu rapproches un aimant, hop, les baguettes vont se rapprocher. Tu approches un aimant d'une autre polarité, hop, les baguettes vont s'écarter. C'est le principe des baguettes. Je ne veux pas dire fake pas. Non, je ne débloque jamais personne. Je passe sur le principe que les gens sont de bonne foi, sont là pour apporter leur propre expérience, leur propre ressenti, leur propre preuve. On n'est pas là pour dire que les autres ont tort ou raison. Pour moi, tout le monde peut avoir tort, tout le monde peut avoir raison. On est là pour vous apporter notre expérience, nos ressentis, ce qu'on vit sur le terrain. Si on sert des baguettes, on sent que ça peut être un outil qui vous apporte quelque chose. Là où je mets le doute sur les baguettes, c'est que voilà, moi, en tant que magnétiseur, je pourrais me servir des baguettes, ça serait totalement faux. Déjà parce que je tremble. Et en plus, je pourrais simplement passer. Il y a un point d'eau. Si j'avance un peu sur le point d'eau, mes baguettes vont se croiser, je recule. Voilà. Je peux vous dire finalement, est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que tu es une femme? Non. Est-ce que tu es un homme? Oui. Voilà. Je pourrais tricher là-dessus. Ça serait pas. Et ça serait même pas forcément volontairement, parce que je suis pas censé savoir qu'il y a de l'eau. Je suis dans un état d'esprit au communiquer avec les esprits.
Voilà, je suis en train de faire une enquête. Donc hop, je passe sur une source d'eau, tac. Après ma femme c'est différent, ma femme n'est pas magnétiseuse du tout. J'ai déjà, on a fait des tests, elle n'est pas magnétiseuse du tout. Donc c'est encore autre chose. C'est encore, voilà, elle ne peut pas influencer. Naturellement elle a du magnétisme, mais elle ne peut pas influencer les baguettes, elle n'a pas d'entraînement là-dedans. Parce que les baguettes, c'est pas parce que vous prenez des baguettes que vous allez trouver une source d'eau. C'est un entraînement, c'est une ressenti. C'est beaucoup de sensations surtout. Beaucoup là-dedans. Beaucoup de visualisation. Donc voilà, alors les baguettes, oui, les baguettes, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est un peu arrivé dans Paranormal là. Le pendule, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien, ça fait depuis longtemps, qu'on voit beaucoup moins en ce moment. J'en vois beaucoup moins dans les enquêtes. Peut-être que ça reviendra. Après, le problème d'un pendule, c'est quelque chose qu'il faut être, où il ne faut pas bouger, il faut être très fixe. Parce que si vous bougez, hop, le pendule va bouger. Il faut être fixe. Le problème dans une enquête, c'est qu'on est rarement fixe. On est toujours en train de chercher, d'être sur les ressentis. Donc voilà, si on est comme ça, hop, qu'on bouge, forcément, on va créer un mouvement sur notre pendule. Avec le meilleur volonté du monde, on demande à l'infirmière de dire à Caro d'avoir les bras durs comme la pierre. Effectivement, si on demande à l'hypnotiseur de nous bloquer les bras, peut-être qu'on tremble le bras. Alors par contre, vu que ton cerveau va volontairement vouloir lutter contre contre l'hypnose, tu vas automatiquement trembler. Je me suis commandé des baguettes. Ah ben non, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce que si tu parles à la théorie qu'un esprit a un champ magnétique, donc forcément, s'il arrive à comprendre qu'en approchant ça se croise et qu'en relançant ça s'écarte, ou qu'en se mettant sur le côté, il peut orienter l'orientation des baguettes sur des réponses des questions que tu as posées. Comme outil pour éviter. Ah oui, effectivement. Effectivement, Chris. Non, alors les baguettes sont quelque chose de très fin, donc si elles me tapent avec, je ne sentirai pas grand-chose. Mais voilà, non, non, je ne mets pas en doute les baguettes, attention. Je ne dis pas que les baguettes c'est mauvais, je ne dis pas que ça sert à rien. Je dis que comme c'est assez récent dans l'utilisation du paranormal, c'est quelque chose qui demande encore un peu plus peut-être d'ancienneté ou d'expérience pour voir effectivement si c'est toujours concret ou si effectivement. Mais non, c'est jamais pour rien. C'est quelque chose qui peut être voilà, qui peut effectivement apporter des éléments de réponse qu'on n'avait pas réussi à apporter jusqu'à présent. Salut Marine. Voilà, c'est un pendule pour apporter des réponses qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Peut-être qu'un esprit qui est incapable de créer une image visuelle ou une image vocale peut influencer un pendule ou des baguettes. On peut avoir des réponses qu'on n'aura pas avant. Ah, Facebook planque. Ah bah, désolé, j'y suis pour rien, je ne contrôle pas encore Facebook. Donc voilà, j'ai parlé des pendules, des parallélophiles, tout ça. On va parler maintenant d'un un peu plus problématique, c'est tout ce qu'on appelle des problèmes techniques. On a lors d'une enquête. Problème technique, batterie vide, perte de réseau, parasite à l'image et tout ça. Souvent, quand on fait une enquête, qu'on vous dit, bon, la batterie vide, quoi que ce soit, les gens se disent, bon, ben, ils ont mal rechargé, voilà, quoi que ce soit. Le problème, alors, est-ce que pour toi, les baguettes et le pendule à Ouija sont à mettre. Ah non, du tout. Baguette et pendule, c'est vraiment dans la mettre baguette et pendule de magnétiseur sont à mettre une autre catégorie que Ouija et que pendule de médium. C'est vraiment des catégories encore différentes. Sachant que ce que je pense de la Ouija, c'est quand même relativement léger. Ça reste un jeu de société pour moi, donc voilà. La Ouija, ça va encore dans une catégorie spéciale. Pour moi, la Ouija, ça reste un jeu de société créé dans les années 30, acheté par Ravensbourg, qui a toujours d'ailleurs le droit. Et voilà, ça a été adapté. Bon, on en parlera un peu plus tard, ça a été adapté pour la communication avec les esprits. Mais là, à ce moment-là, si on accepte la Ouija, on est obligé d'accepter le pendule et les baguettes parce que la Ouija influence notre corps pour faire bouger la goutte selon la volonté de l'esprit. Donc ça veut dire qu'on accepte le fait que l'esprit peut influencer notre corps pour avoir une réponse. Alors, c'est très, très désagréable pour manger des nouilles avec des baguettes en cuivre. Donc voilà, si on accepte la Ouija, on est obligé d'accepter les baguettes et le pendule parce que ça veut dire qu'on accepte le fait que l'esprit puisse nous influencer. Puisqu'on est obligé de toucher la baguette avec les doigts pour pouvoir. Enfin, la goutte avec les doigts pour pouvoir avoir des réponses. Ensuite, les problèmes techniques. Bon, ça beaucoup croient que c'est voilà, le vide batterie. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand on fait une enquête, quand les gens font une enquête, ils demandent aux entités de puiser de l'énergie pour pouvoir communiquer, pour avoir de l'énergie pour nous communiquer. Donc, on demande à ce qu'il y ait un problème technique. On demande à ce qu'on vide les batteries. On nous demande donc si une entité dégage, on a cette champ magnétique, si elle s'approche d'une caméra, elle va perturber la caméra. Si elle s'approche d'une batterie, elle va vider la batterie pour pouvoir servir de son énergie. Donc, donc voilà. Mais on peut tout simplement avoir une batterie qui est fatiguée, qui a été mal rechargée, qui se vide toute seule. On peut avoir une perte de réseau parce que le réseau déconne. Hein. On peut avoir un problème d'image parce que simplement, on passe sur une cage de Faraday, on passe
des lignes électriques, perturbations, on peut avoir plein de choses qui justifient les problèmes techniques. Mais on demande de créer des problèmes techniques pour avoir des preuves. Voilà, donc c'est problématique. Voilà, on demande de. Bonsoir Greg. On demande aux entités de créer des problèmes techniques qui peuvent être causés naturellement, mais qui peuvent être la preuve d'une entité. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment problématique parce que voilà, la technologie, c'est ce que c'est, on s'appuie dessus, mais on ne la contrôle pas. On n'est pas dans les batteries, on n'est pas dans les caméras, on n'est pas sur le réseau. Donc à quel moment on peut déterminer que ma batterie, si elle s'est vidée d'un coup, ben, c'est à cause de l'entité, ou si elle s'est vidée d'un coup, ben, peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle est en train de dire qu'elle a été mal chargée. Ce problème des indicateurs actuels, c'est que quand vous mettez une batterie, elle s'est chargée à moitié, quand vous la mettrez, au tout début, elle vous affichera plein. Puis d'un coup, au bout d'un moment, le réseau, la machine commencera avec votre batterie quasiment vide. Donc hop, elle chutera d'un coup. Mais le problème, c'est que vous demandez à une entité de servir la batterie. Ça aura le même effet pour vous, visuellement, ça aura le même effet. Si vous passez, si votre caméra a un petit bug, donc son image se fige et elle revient, bah, c'est juste un peu technique. Mais si une entité s'approche de votre caméra et perturbe la caméra, donc perturbe l'électronique de la caméra, vous aurez le même, votre écran figera de la même manière. Alors, à quel moment on détermine que c'est une entité, à quel moment on détermine que c'est juste un problème technique? Alors, c'est compliqué. Souvent, on dit que si on a posé la question avant, c'est que ça arrive après, c'est que c'est l'entité qui a réagi, mais bon, on ne contrôle pas la technologie, donc on ne sait pas à quel moment on va avoir le bug. Donc voilà, les problèmes techniques, ça reste un peu ambigu parce que voilà, on ne sait pas si c'est vraiment effectivement un problème technique ou un problème dû à une question qu'on a posée, une demande qu'on a faite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, les problèmes techniques, c'est un peu plus rare ces derniers temps, on en voit moins. Les batteries vidées, c'est quelque chose d'assez fréquent. On sert actuellement, beaucoup d'enquêteurs servent d'un problème technique, donc la lampe de poche. Mais un faux contact crée les mêmes clignotements que la lampe de poche. Une vibration sur le sol, pour ceux qui démontent le cul, peut faire un faux contact. Ah, pardon, j'ai pas vu les questions de Nathalie. Je vais remonter. Oui, quand je vois pas les questions, je me fais engueuler par ma femme. Nathalie, alors, je vais essayer de remonter à tes questions. Je ne vois pas tes questions, Nathalie. Est-ce que tu peux les remettre? Parce que là, je suis remonté. Est-ce que tu peux poser tes questions, Nathalie? Je ne les ai pas vues du tout. Ma femme peut peut-être me les remettre. Le problème, c'est que je mets mon téléphone horizontalement, donc j'ai ça, voilà, pour voir les commentaires. Je vois 3 lignes de commentaires. Donc si j'appe un commentaire ou si je réagis pas assez vite. Oui, la lampe Bosch est beaucoup utilisée. Alors, et ça peut être dû à la physique, à l'humidité dans l'air, tout simplement. On a déjà vu des lampes s'éclairer toutes seules dans la nuit, tout ça, juste dû à l'humidité de l'air ou à un faux contact. Mais aussi, vu que c'est ce qu'on demande aux entités, et si ça réagit, est-ce que c'est pas justement le fait de l'entité? Si tu peux me reposer mettre les questions de Nathalie, mon cœur, parce que je ne les ai pas vues du tout. Je remonte, mais je ne les vois pas. Et si je tourne mon téléphone, ça va bugger. Alors, tu ne penses pas que l'on peut considérer que c'est paranormal à partir ou à plusieurs interactions simultanées? Alors effectivement, quand les pannes se cumulent ou sont en même temps, on a plus tendance à dire qu'effectivement il y a plus de chances que ce soit dû à une intervention externe, donc en général à l'esprit, puisqu'on cherche à communiquer avec eux, qu'il y a une coïncidence. Alors, la coïncidence existe. Quand c'est 2 ou 3 appareils d'un coup, c'est quand même plus dur à croire à la question. Ah, même Mélanie ne voit pas les questions de Nathalie. Alors, on est complètement passé à l'ouest des questions alors. Faut que tu me fasses un coup. Elle a peut-être un bug, sachez que ça arrive des fois. Vous mettez des commentaires, en fait, on ne les voit pas. Des personnes les voient et d'autres personnes ne les voient pas. Donc n'hésitez pas à le remettre ou ma femme peut les faire un copier-coller. D'ailleurs, je suis en train de... Alors les questions sont passées à la trappe, je suis désolé, je suis navré. Donc n'hésitez pas à les reposer. Bon là on va parler d'un sujet à controverse un peu plus délicat, un peu moins concret. Ouais. Donc on va parler de l'ambiguïté. Attends, quand une lampe de poche n'est pas dévissée, une température, tu secoues, tu enlèves les mains de l'enquêtrice, ça réagit bizarrement. Je suis resté sans application. Un avis. Alors attends, quand un lampe de poche qui n'est pas dévissée, d'accord, donc ta lampe de poche est normale, tu fais une température tempérée, donc température normale, tu secoues et tu enlèves la main de l'enquêtrice, ça réagit bizarrement.
Euh, tu secoues, tu secoues, tu enlèves la main, tu enlèves, et en fait elle doit clignoter ou alors ça peut être soit une accumulation d'électricité statique, soit un phénomène paranormal. Ça peut être aussi un dysfonctionnement de la lampe, tout ce qui est plus banal, hein. Attention. Ça peut être quelque chose de très banal comme quelque chose de paranormal. C'est ça le problème des ambiguïtés, c'est qu'on n'arrive pas à savoir ce que c'est concrètement. Si c'était dans une situation où tu étais dans un questionnement en train justement de provoquer une réaction, il y a quand même pas mal de chances qu'un phénomène bizarre soit dû à ce que tu as demandé. Salut Daniel. Voilà, il y a forte chance que ça soit la conséquence de la question que tu t'es posée, une conséquence d'une action que tu as faite. Ensuite, tu l'as secoué, donc tu as créé une friction, ça dépend comment elle est habillée, ça dépend de beaucoup de choses. Si elle a créé de l'électricité statique, ça a simplement fait clignoter et bugger la lampe, quoi, si tu veux. Donc on va parler d'un autre sujet qui est un peu, voilà, sujet à ambiguïté, c'est les ressentis. On va parler des deux ressentis. Pourquoi je dis les deux ressentis? Il y a les ressentis de l'enquêteur, qui est sur place, voilà, avec l'équipe d'enquêteurs, hein, le caméraman, tout ça. Et il y a les ressentis de ceux qui regardent. Déjà, on va vous parler donc je vous parlais des ressentis des enquêteurs. Il est très dur pour nous, en tant qu'enquêteur, moi en tant que surbexeur, n'importe quoi, il est très dur pour nous de vous faire comprendre ce que l'on ressent. Tout simplement parce que c'est quelque chose de très personnel, une perception très personnelle de quelque chose qui est autour de nous. Donc on voit, je tremble, j'ai froid, voilà, on va vous le dire. Mais il est très dur de vous faire comprendre, par exemple, un contact avec ce qu'on suppose être une entité, un coup, pour le même truc, hein, je vais vous dire, j'ai l'impression de passer ma main dans un nuage de coton, j'ai l'impression de passer ma main dans l'électricité statique. C'est compliqué de vous. Tais-toi, Nathan. C'est très compliqué de vous faire comprendre ce qu'on a ressenti. J'ai vu ça, mais le problème c'est que j'ai vu ça, on a parlé tout à l'heure, les ombres. Je suis en train de filmer de ce côté-là, je vois un ombre passer, j'ai beau tourner, j'ai vu ça, oui, je l'ai vu. Vous l'avez pas vu, forcément, la caméra n'était pas devant. C'est voilà, c'est un froid quand on sent on a l'impression de ressentir un antidépressif. Le froid qu'on ressent, c'est dur de vous le faire comprendre. C'est voilà, c'est un froid soudain. C'est comme vous prendre la pub Mentos, on vous souffle à la gueule, un coup de froid dans la gueule. Voilà, c'est compliqué de vous le dire. Euh, j'ai l'impression, alors, j'ai l'impression d'être observé. C'est compliqué de vous le faire comprendre. On n'est pas bien, vous voyez, quand on a la caméra, quoi. On a l'impression d'observer, mais comment vous le dire? Comment vous faire comprendre qu'on a l'impression d'être observé? On vous le dit, mais c'est juste voilà, des mots qu'on met sur une impression qui est plus complexe que ça. Donc notre ressenti est très, très compliqué de vous faire comprendre, et encore plus compliqué pour vous de le comprendre, de l'accepter, de le croire. Là, je vous dis, j'ai l'impression d'être observé. Voilà, c'est faux, et pourtant, c'est quelque chose que l'on peut dire en enquête et qui va être vrai pour nous. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué à accepter, à croire, c'est les ressentis des spectateurs. Je ne le mets pas en doute, au contraire, on s'en sert beaucoup. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est quelque chose qui n'est une personne qui n'est pas présente, mais qui a la capacité, l'hypersensibilité de percevoir quelque chose qu'elle voit à distance à travers une image, un son qu'elle est capable de ressentir. Donc elle va le dire. Les autres qui sont autour, qui n'ont pas cette capacité, ne vont pas ressentir la chose. L'enquêteur qui se place, qui n'a pas ressenti la chose, ne va pas ressentir la chose, va se baser sur la vie d'une personne qui ne connaît pas, qui est très loin. Alors attends. J'ai secoué pour vérifier s'il y avait un jeu. Mes mains étaient éteintes quand j'ai remis après le sol pour me. À l'intérieur. Ah, donc oui, si tu as fait l'expérience, ça peut être simplement une réponse donc, à l'action que tu as créée. Bonsoir Olivia. Bonsoir Christine. Alors je dis bonsoir par bonsoir, parce que des fois je vois pas les commentaires. Ah, tu vois plus rien. Alors, je sais pas comment tu as mis ton téléphone, il faut peut-être relancer le live. Si vous avez un bug, n'hésitez pas à relancer le live, ça peut arriver. Donc voilà, pour les ressentis, c'est déjà compliqué de vous les faire comprendre. Compliqué pour vous, de vous dire, c'est peut-être vrai ou c'est sous ma gueule, quoi. C'est compliqué aussi pour une personne. Alors, il y a des personnes qui arrivent à dire ce qu'elles ressentent sur un live. Voilà, je regarde le live d'un enquêteur. Ah, putain, je sens qu'il y a une femme, donc je lui dis. Il y a des personnes qui le ressentent, mais qui n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur de passer pour des couillons. Tu es pour ou contre les gens qui parlent des ressentis en direct? C'est ce que je ne suis pas contre. Donc je ne suis pas contre du tout, au contraire, parce que vous pouvez avoir des bons ressentis à distance. Des personnes peuvent être hypersensibles ou tout simplement très attentifs à quelque chose qui nous aura échappé, tout simplement. Donc qu'elles nous le transmettent. Alors le problème qu'il y a, c'est que nous, quand on est en enquête,
bon, plus souvent ma femme que moi, elle ne peut pas regarder tout le temps les commentaires, puisqu'elle est dans son enquête, elle est en immersion dans l'enquête, donc se base sur ses propres ressentis, donc elle ne peut pas voir tout le temps les commentaires. C'est très bien, puisque nous, même, alors souvent au revisionnage, ça nous sert. Sur revisionnage, on se cale sur vos commentaires pour voir, effectivement, bah, j'ai entendu ça, donc on se recale sur ce que j'ai entendu, j'ai ressenti ça, donc on cherche, voilà, on se cale beaucoup sur vos ressentis après coup. C'est ce que je dis. Voilà, c'est compliqué à expliquer. Je ne dis rien à un spectateur, je ne veux pas influencer. Alors voilà, alors il y a cette réaction-là aussi de ne pas vouloir influencer. C'est-à-dire, alors je veux pas que parte sur ce que moi je ressens. J'écoute, mais je vois pas les commentaires, je bosse en même temps. Donc si vous parlez de mal, vous pouvez parler de mal de moi, l'Olivia, elle verra pas les commentaires. Donc voilà, non, non, alors les ressentis, voilà, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place, même dans une enquête, à mettre en place, c'est très compliqué. Nos ressentis, les ressentis des personnes qui regardent. Et ça reste des ressentis, donc c'est pas des preuves qu'on peut vous apporter. Je peux pas vous, voilà, je peux pas dire, t'as ressenti un courant d'air vraiment situé que sur l'avant-bras, pas ni sur la main ni sur le bras. Ah, donc j'ai dû toucher quelque chose d'identité. Je l'ai ressenti, mais c'est pas une preuve, c'est juste un ressenti que j'ai eu à ce moment-là. Alors, quand on a un ressenti comme ça, quand on retravaille, on regarde au visuel, s'il n'y a pas une visuel, un truc associé à un son, tout ça. Pour ça que les ressentis des gens qui regardent sont importants, parce que quand on fait le replay, quand on re-regarde et qu'on prépare les montages, tout ça, on se cale aussi sur vos ressentis. Moi, c'est ce que je ressens, le froid et l'impression d'être observé. Alors, c'est une sensation qu'on. Alors, ces problèmes de ressenti, on est dans un endroit noir, isolé, on est dans une situation où on cherche une entité, donc forcément, on va être en alerte. Pour ma part, en direct, il est bien de dire ses ressentis, que ça met de l'enquêteur de ceux qui regardent. Tout à fait. Tout à fait. Et par contre, si vous dites un ressenti, pour n'importe quel enquêteur, attention, on ne parle pas que pour nous, je parle pour n'importe quel enquêteur, si on ne voit pas votre ressenti ou si on n'en parle pas de votre ressenti, c'est peut-être parce qu'on est dans notre enquête, c'est peut-être qu'on ne veut pas être influencé ou qu'on n'a tout simplement pas vu le commentaire. Il ne faut jamais prendre mal le fait qu'on ne réagisse pas sur vos ressentis. C'est pas qu'on vous ignore, c'est pas qu'on en a rien à foutre, c'est qu'on ne peut pas l'incorporer sur le temps. Alors les modos, tout ça peuvent réagir sur vos ressentis, mais c'est compliqué pour un modo qui n'est pas sur place de réagir sur votre ressenti. Donc voilà, on ne peut pas tout le temps être sur vos ressentis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent ressentir. Moi j'ai vu des lives où les personnes balancent leurs ressentis, mais l'enquêteur, étant sur ses propres ressentis, ne peut pas réagir sur vos ressentis. C'est compliqué. Et le ressenti reste quelque chose de subjectif. C'est le problème, c'est que ce n'est pas concret. Donc, si moi, dans une enquête, je ressens un coup de froid, je vais essayer de trouver la source du coup de froid. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai ce coup de froid, parce que je ne peux pas vous apporter la preuve que j'ai un coup de froid. Pourquoi je vois des choses dans les miroirs et pas à l'œil nu. Alors ça, c'est encore une autre théorie, c'est une légende que j'adore, je adore par-dessus tout, la légende des miroirs. Je ferai un plaisir, je vais me faire un plaisir de vous mettre ça en proposition de sujet pour la prochaine fois, parce que j'adore traiter des sujets des miroirs. Les mondes parallèles, Alice au pays des merveilles. Voilà, il y a tellement de légendes qui parlent sur les miroirs, de ce qu'on peut voir sur les miroirs, pourquoi et tout ça. Euh, je, je ferai un plaisir de faire un sujet complet là-dessus parce que c'est vraiment un sujet à développer. Alors vite fait, pourquoi tu peux voir quelque chose. Alors, il y a une théorie qui dit qu'en fait les miroirs reflètent la vérité. Quelque chose le miroir te reflètera sans mentir, donc reflètera aussi ce qu'il y a autour de toi. Disons notre ressenti, mais comme nous ne sommes pas. C'est clair, nous sommes sur le terrain, compagnie. Ah, c'est le problème, c'est très bien de dire vos ressentis, ce n'est pas bien de mal réagir parce qu'on n'a pas vu votre ressenti, ou qu'on n'a pas ressenti les mêmes choses. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est très bien de nous dire vos ressentis, au contraire. Ça prouve que vous êtes dans l'enquête, que vous êtes immergé dans l'enquête, et que justement vous ressentez les choses de l'enquête. Donc, et ça veut dire que nous-mêmes, c'est flatteur, parce que ça veut dire on est bien dans notre enquête, parce qu'on arrive à vous faire ressentir l'enquête. Je ressens lorsqu'une personne va décéder, je ressens le moment où j'ai la personne, par contre je... Ah mais c'est... Hop là. Ouais, ben oui. Alors, on ne peut pas traduire un ressenti, on ne peut pas expliquer un ressenti. C'est clair, car nous, enquêteurs, nous sommes. Voilà. Quand on est dans un lieu, tu es dans l'atmosphère, tu essaies justement de ressentir ce qu'il y a autour de toi. Et c'est dur et puis c'est dur d'avoir les nez collés sur les commentaires. On est plus dans l'exploration des lieux. Donc, on fait un live pour vous faire participer en direct dans notre immersion. Mais c'est compliqué on peut vous faire participer directement, mais on ne peut pas réagir tout le temps directement à vos commentaires. On essaye le plus possible, mais on ne peut pas le faire.
on est humain, on veut vous, justement, le direct, pourquoi? Il y en a qui me disent, ouais, mais tu fais direct, mais tu regardes pas les commentaires. Mais je fais un direct pour te faire comprendre, pour te faire ressentir un direct ce qui se passe, pour que tu sois avec moi dans mon immersion. Voilà pourquoi je fais un direct. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de tricher, on te montre directement ce qui se passe. C'est pour vous faire ressentir, c'est pas pour vous. Là, le direct, c'est un direct participatif. Je suis là pour vous faire participer. Voilà, et hop. Du coup, je parle, j'ai pas des commentaires. Je suis là pour vous faire participer. Une enquête, on est là pour vous faire vivre. J'ai froid, tu exprimes ton ressenti de crever de chaud. Oui, bah, par contre, effectivement, il peut y avoir des ressentis totalement opposés à nos ressentis à nous. On ne dit pas que vous avez faux, on ne dit pas que nous on a raison, attention. Il y a des ressentis qui peuvent totalement. Parce que c'est un ressenti, c'est-à-dire que tu interprètes une sensation. J'ai fait l'expérience sur un live de dire un ressenti qui était faux. Et voilà. Alors il y a le point, oui. Il y a un principe de l'effet de masse, c'est-à-dire que quelque chose va avoir un ressenti, donc automatiquement tout le monde va avoir le même ressenti. C'est aussi le risque qu'il y a, c'est que je vois souvent, et surtout sur les lives où on dépasse les milliers de personnes, les Américains, c'est les tops là-dessus. Il y en a un qui m'a ressenti, hop, et 500 personnes qui ont eu le même ressenti. C'est juste un effet de masse. C'est le principe d'une parallélogie. On vous a dit qu'on ressentait ça, donc vous devez ressentir ça. Question, pourquoi ne pas mettre les photos bizarres avec les effets d'optique et non d'identité en mode négatif? Alors, on fait des filtres, hein, les modes négatifs, l'inversion des couleurs, l'inversion des tonalités, tout ça, ça se fait. Mais effectivement, il y en a de moins en moins qui les mettent. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand tu touches une photo, les gens vont dire que tu as trafiqué la photo. Alors, on vit dans un monde où on te demande des preuves concrètes et tu vas être critiqué sur chaque action que tu peux, chaque retouche que tu vas faire. Pour ça qu'on fait des lives, c'est qu'on ne fait pas de retouche dans un live. On ne peut pas nous dire que voilà, alors c'est toi qui l'as rajouté, c'est voilà. Alors, moi hier, j'ai ressenti un parfum dans mon salon et après, plus d'odeur, c'est quoi? Ah, les odeurs. Ça fait partie des preuves qu'on ne peut pas vous retransmettre. Par exemple, le manoir qu'on allait faire, à un moment, je monte dans le fourgonnet, puis j'ai une odeur de madeleine, mais comment vous transcrire une odeur de madeleine? Je sens la madeleine, mais voilà, je sens la madeleine chaude, bonne. Alors, ouais, mais je peux pas vous le dire, c'est quelque chose que j'ai ressenti, mais je peux pas vous l'expliquer. Et les odeurs, ça fait pas pour moi, hein. Pour moi, attention, dans les enquêtes, ça fait partie de quelque chose de primordial. Pour moi, c'est une possibilité de l'entité de transmettre aussi une émotion, une sensation, peut-être aussi quelque chose des, des phénomènes résiduels. Oui, pour une femme, ça peut être des bouffées de chaleur. En mode d'influencer. Ah oui, alors des enquêteurs qui ont tendance à malheureusement se laisser trop influencer par leurs abonnés, à passer que sur les ressentis des abonnés et à ne pas se fier à leurs propres ressentis, à estimer que leurs ressentis ne sont pas bons et qu'il faut se fier à tous les ressentis. Tous les ressentis ne sont pas mauvais, il faut arriver à faire le jongler. C'est pour ça que c'est compliqué. Véro, personne n'a compris, crever de chaud chez soi à cause d'un fort chauffage, 28 degrés. Oui, effectivement, c'est l'enquêteur fait une enquête à 3 degrés, toi tu as 28 degrés chez toi, tu risques de leur dire que t'as chaud. Oui, oui, ça pixelise. Maintenant, tu as tellement d'applications. Ouais, ah oui, tu peux faire ce que tu veux avec les photos. Voilà, c'est le problème, c'est que plus tu peux en faire, moins que les gens y croient. Mais voilà, alors les odeurs, on en parle pas assez souvent dans un cas, je trouve, parce qu'on a tout le temps des odeurs. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Ça fait partie de l'atmosphère qu'on ressent, ça fait partie de ressenti, de ce qu'on. Voilà. Bah oui, Michel, c'est un spécialiste des montages et des modifications vidéo. Bon, donc, j'ai parlé sur une autre sujet d'ambiguïté, et là, je peux me fâcher avec des gens, c'est pas grave, je m'en fiche. Je vous parlais de la cartomancie de la voyance. Donc, c'est du paranormal. Ça reste du paranormal. Certains dans l'enquête, attention. En enquête, j'ai ressenti parfois une rose. Ah, en plus, quand tu as plusieurs personnes qui le sentent, c'est pareil à toucher, on ne peut pas le retransmettre. Ouais, c'est du ressenti. On ressent un toucher qui n'est pas physique, qui n'est pas concret, donc on vous l'explique comme on peut. Et chacun le ressent de manière différente en plus, hein. Et vous pouvez être touché par la même entité et ne pas ressentir la même chose que la personne à côté de vous. Alors pour parler de la cartomancie et de la voyance, je me permets d'en parler parce que c'est quelque chose, il y a très longtemps, que j'ai pratiqué. Pas la voyance, mais la cartomancie. Voilà, donc c'est quelque chose que je vais parler parce que j'ai vu les deux côtés des choses. J'ai vu des vrais voyants, des vrais cartomanciens, et j'ai vu des faux. J'ai fait partie des faux. J'ai appris à tricher, j'ai appris à lire les expressions des gens, tout ça. J'ai appris à réagir par rapport à des petits mots, des petits détails.
Et voilà, alors c'est pour ça que je me mets dans des ambiguïtés, parce que le problème c'est que j'ai vu les deux côtés. Je sais qu'il y a des gens qui sont très bons à tricher, il y en a qui sont très mauvais à dire la vérité. Et il y a une personne qui peut être voyante, être cartomancien, et ne pas arriver à vous transmettre alors qu'elle voit vraiment les choses. Et les gens, les charlatans qui sont tellement doués pour transmettre des choses qu'ils n'ont jamais vues que voilà. Ah voilà, alors la cartomancie et la voyance, je vais en parler vite fait parce que c'est paranormal, mais voilà, c'est quelque chose que je touche pas trop. Mais voilà, je voulais en parler parce que ça reste un sujet d'ambiguïté, ça reste un sujet qui est de temps en temps utilisé en enquête. Donc voilà, je vais en parler vite fait. Voilà. La cartomancie, c'est lire une carte. La voyance, c'est interpréter une carte. La grosse différence entre les deux. Vous avez la même carte, sauf qu'un cartomancien va vous lire la carte, une voyante va vous interpréter la carte. Un cartomancien, comment reconnaître, comment reconnaître quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité? Simplement, il fera que réagir à vous. Il ne va pas réagir à ce qu'il voit, il va réagir à vous. Il vous regardera. Par exemple, ceux qui font. Je ne dis pas que c'est tous des menteurs, attention. Ceux qui font par Internet vont réagir à ce que vous avez marqué. Alors sur Internet, c'est facile. Vous avez tous vos profils. Vous avez tendance, moi le premier, à mettre des choses personnelles sur vos profils. Donc il est facile d'arriver à s'aiguiller. Si vous êtes un peu habitué à ça, vous arrivez à en déduire beaucoup de choses de vos profils. Donc voilà, faites attention sur Internet. Tricher est très facile, surtout en voyance. Ça nuit en plus aux vrais voyants qui en mettent tout leur cœur, leur volonté, à essayer de transmettre de vrais messages. Et voilà. Alors c'est très dur pour vous, même pour moi, hein, c'est très dur de savoir qui dit vrai et qui dit faux. En général, ceux qui demandent de l'argent et qui ont tendance à augmenter les prix quand ils voient qu'il y a de plus en plus de monde, personnellement j'en doute, c'est que mon avis personnel, attention, c'est que mon avis personnel. Ceux qui le disent gratuit ne sont pas forcément mieux que ceux qui le font payer, attention, il y a des écrivains qui font payer parce que c'est leur vie, c'est leur moyen de vivre et qu'ils ont un don, qu'ils veulent en vivre. Il y en a qui font payer simplement parce qu'ils voient que ça rapporte, que ça marche, de l'argent. Il y en a qui vont vous mentir, mais juste pour s'amuser, et donc qui ne font pas payer, mais ils vous induisent en erreur. Et il y en a ceux qui veulent juste, qui ont un don, qui ont les moyens de vivre à côté, qui vont juste vous faire profiter de leur don. Et comment identifier tout ça? Ben, c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué d'arriver à différencier tout ça, à savoir qui triche, qui ne triche pas. Voilà, je vous dis, il y a des doués pour mentir, il y a des mauvais pour dire la vérité, il y a des mauvais pour mentir, des doués pour dire la vérité. Voilà, c'est très. Voilà, je veux juste. Voilà, si vous utilisez la consommation mariage, je vous juge, personne n'est là pour vous juger là-dessus. Soyez très prudent sur ce qui vous est donné, sur quel montant ça vous est donné. Il y a une fédération en France, c'est légal. Si vous allez voir un voyant, allez voir déjà s'il est inscrit, je ne sais plus le nom, il faudra le ressortir. S'il est inscrit en tant que voyant, cartomancien, s'il est déclaré, s'il déclare ce qu'il fait, parce que c'est un travail, donc c'est illégal de le faire au black, de vous faire payer au black. N'hésitez pas à aller voir si effectivement ils sont référencés. J'invite ceux qui le font payer mais qui ne sont pas référencés, allez vous faire référencer, hein, c'est la loi est comme ça. Donc voilà, c'est très prudent sur la voyance, sur la cartomancie. J'ai vu ce que ça faisait de triché, j'ai menti à des gens, j'ai tiré les cartes en mentant, en rentrant dans ce jeu-là. Je ne savais pas que c'était bien à l'époque, c'était ce qu'on appelait des repas voyance, donc on me payait au repas et je faisais de la voyance. Je ne savais pas qu'en plus, celle qui était derrière faisait payer les séances de voyance. Donc en plus, je n'ai rien touché à jouer à ce jeu-là. Voilà. Donc voilà, c'est. Même en étant de toute bonne foi, ouais, j'ai triché, j'ai menti et je n'en suis pas fier, hein. Mais j'ai appris donc à être prudent et à être méfiant par rapport à ça. Donc je vous conseille d'être méfiant et prudent par rapport à ça. Donc voilà, c'est le seul passage que je ferai sur la cartomancie et la voyance. Ensuite, on va parler, ce qui est ambigu, sur les équipements que l'on utilise en enquête. Ouais, il y en a qui sont très doués pour manipuler. Pourquoi je vous dis que c'est ambigu? Salut Nico. Pourquoi je vous dis que c'est ambigu ce qu'il y a à l'équipement? Parce que le paranormal n'est pas une science. Alors moi je dis que le paranormal n'est pas une science. Donc si ce n'est pas une science, on n'a pas créé d'équipement pour ça. En fait, on adapte des équipements pour d'autres sciences à notre passion. Spirit Box, K2, infrarouge, full spectrum, pod, pompe EMF. C'est tout ça, ce sont des équipements qui sont servis dans d'autres utilisations qu'on a importés dans le paranormal pour s'en servir. Elles ne sont pas prévues pour ça, elles n'ont jamais été prévues pour ça, mais on les adapte. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire que
Le K2 est un très bon exemple. C'était quelque chose qu'on a importé dans le paranormal, qu'on s'est servi dans le paranormal, où on a obtenu des résultats. Et à force d'expérience, on s'est rendu compte que finalement, ces résultats étaient très peu crédibles, voire très discutables. Je suis dans le télévoyance et je suis même passé pour savoir qu'il y a des menteurs. Ah ben, du couillon, lui. Pourquoi je l'écoute, lui? J'allais dire, oui, voilà, il y en a. Mais non, c'est un couillon. Le K2, c'est un très bon exemple. Je suis électricien, je connais le K2. C'est quelque chose, même en électricité, on ne se sert pas parce que ce n'est pas assez fiable, ce n'est pas assez précis. Le modèle K2, je parle du modèle K2, on sert d'autres instruments. Mais le K2 n'est pas assez efficace et pas assez précis pour détecter une canalisation électrique, un champ électrique. Donc on se sert d'un instrument qui n'était déjà pas fiable dans son premier métier pour l'adapter dans quelque chose où il n'est pas fiable non plus parce qu'il est trop sensible. Il a tendance à capter un peu tout, n'importe quoi. Une pile, une batterie, une canalisation souterraine, un avion qui passe. C'est pas un jeu le paranormal et du Ah ben ça c'est clair. C'est clair et net que ce n'est pas un jeu. C'est très dangereux le paranormal et l'urbex. Nous sommes tous adultes, ceux qui sont intelligents et faisant du paranormal et de l'urbex. Nous sommes tous réfléchis, plus ou moins, un peu tarés aussi, plus ou moins. On fait tous très attention à ce qu'on fait, on est prudent, on connaît nos risques, on sait les risques qu'on encourt, on sait aussi prévenir des risques. Ceux qui s'amusent à nous imiter en faisant les couillons, moi j'ai vu une vidéo d'un gamin que tout le monde a rigolé parce qu'il a démonté un mur dans un. Ouais, sauf qu'il a failli rester paralysé parce qu'il s'est pris un mur de briques sur le dos. Il a été plié en deux et ça a failli péter sa colonne vertébrale. Donc voilà, c'est pas un jeu, c'est une passion. Et donc l'équipement, je rebondis sur l'équipement, l'équipement reste quelque chose qu'on adapte. La Spirit Box, c'est un scanner radio auquel on a coupé la capacité de bloquer sur une fréquence. Euh, le pod, c'est juste un capteur de champ magnétique. L'infrarouge était utilisé pour la télésurveillance. Voilà, voilà, c'est tout ça, c'est des trucs qu'on a adaptés au paranormal. Ce n'est pas quelque chose, on ne sait pas la fréquence exacte des fantômes, donc on n'a pas créé une caméra capable de capter ça. On sert du full spectrum parce qu'on justement on prend tous les spectres possibles. L'infrarouge c'est un spectre qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc on se dit si on ne voit pas tout à l'œil nu, peut-être que finalement dans le spectre infrarouge on le verra mieux. On n'a pas tort, hein, attention. Je ne dis pas qu'on a tort, je dis que voilà, ça reste litigieux parce qu'ils ne sont pas créés exclusivement pour ça. La Kinect qui a fait fureur, c'est un jeu vidéo à l'origine. Le centre de formation des entreprises de l'URSSAF pour le voyant déclaré. D'accord. Non, mais il y a un autre nom, il y a un autre truc que je ne me rappelle plus, je le sortirai. Donc voilà, il faut se fier à l'équipement qu'on a avec parcimonie, avec prudence, parce que ce n'est pas un équipement prévu pour. On l'adapte pour, on a des résultats avec, on a des résultats concrets avec, mais ce n'est pas prévu pour. Actuellement, on n'a pas de preuve de choses assez sûres pour se caler là-dessus, pour créer un équipement vraiment prévu pour ça. Si on savait dans quel spectre visuel on trouvait les entités, eh ben on crée un caméscope capable de filmer ce spectre visuel. Moi je considère que tout simplement est là pour compléter. Et c'est là qu'on parle sur les ressentis, comme à Libéraux, c'est qu'on sert à la fois de l'équipement et du ressenti. Il est pire que nous. Ah, je parle beaucoup, surtout quand je suis là, parce que je suis tout seul à parler. Donc si je fais silence, ça va être un live très long et très chiant. Je parle beaucoup. Donc voilà, l'équipement, ça reste quelque chose. Voilà, il faut être prudent, il faut s'en servir en complément de choses. Beaucoup avec les ressentis. D'ailleurs, c'est un appui pour nos ressentis, l'équipement. Hein. Tout le monde peut être déclaré en tant que voyant, mais pas l'être. Tout à fait. Elle déclarer n'est pas une preuve de. Mais c'est une preuve comment il paye des impôts. Ensuite, je vais parler. Donc voilà, on a fait plusieurs points. Donc j'ai attaqué des trois derniers points. Donc, je vais vous parler. Je suis en mode photographe. Je vais vous parler de la possession. Pourquoi je vais vous parler de la possession? Parce que c'est paranormal, c'est ce qui nous concerne beaucoup. On en parle beaucoup. C'est un sujet dont tout le monde a parlé. Et surtout que j'ai lu pas mal d'études là-dessus. Je ne fais plus de matériel sauf caméra, pareil. Ah, il y en a beaucoup qui sont comme toi, c'est qui ont réduit les matériels, qui font des expériences, mais qui ne se calquent que sur une quantité de matériel minime, visuel, audio. Donc voilà, pourquoi je vous parlais de ça? Parce que j'ai lu une étude, des vieilles et des récentes études d'ailleurs, allemandes, donc je me sers de traducteur, hein, je ne suis pas capable de lire toutes les langues, qui sont un peu ambiguës là-dessus, qui n'arrivent pas vraiment à déterminer la différence, le point limite, vraiment, même des écrits
des écrits religieux, hein, religieux qui, on n'arrive pas à faire la différence à quel moment on est en face d'une personne possédée, à quel moment on est en face d'une personne mentalement atteinte, schizophrène, parano, tout ça. C'est compliqué. C'est très compliqué d'arriver à différencier une personne possédée d'une personne mentalement atteinte parce que on se dit, bon, ben, quelqu'un qui est schizophrène, c'est dès le début, tout ça. Non, c'est quelque chose, des maladies qui peuvent se déclarer plus tard, c'est des troubles mentaux qui peuvent se déclarer très tard, très soudainement, très violemment. Possession, c'est quelque chose qui peut arriver d'un coup, c'est quelque chose. C'est un comportement qui se ressemble à la schizophrénie. Alors, est-ce qu'on n'a pas considéré que des personnes étaient possédées alors qu'elles étaient juste schizophrènes, parano, beaucoup de troubles mentaux? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont enfermées pour des troubles mentaux alors qu'elles étaient possédées? Est-ce qu'on arrive vraiment à différencier ça parce que médicalement on ne connaît pas la possession, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'on apporte les bons traitements à des personnes qui sont schizophrènes alors qu'elles sont possédées? Elles ont effectivement deux personnalités entre elles, mais parce qu'elles ont une entité qui n'est pas prévue, qui n'est pas censée être dans leur corps, qui est là. Ou est-ce que voilà, alors, voilà, est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué de voir, d'arriver à. Il y a des maladies qui sont clairement identifiées. Attention, je ne dis pas que tous les cas. Il y a des cas, il y a des cas qui existent. Il y a des études qui ont été faites tout, écrites et tout. Hein. Euh, il y a des études qui ont été faites tout, sérieuses, des études sérieuses, où les termes possession ne sont pas employés, mais il y a des termes comme incompréhensible. Ah, j'ai mon téléphone qui rebouche, j'ai touché le téléphone. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis en guerre avec moi, je supporte mon téléphone. Voilà. Mais voilà, il y a des cas médicaux qui sont tellement discutés que j'ai eu un cas médical allemand où la personne, le médecin a écrit qu'il avait vraiment l'impression euh, que une schizophrénie, mais à un état bizarre parce qu'il avait l'impression que comment j'ai dit ça, c'est compliqué les termes médicaux à les transcrire. Voilà, qu'en fait, c'était vraiment une deuxième personne totalement différente, qui avait une vie totalement différente, et pourtant qui vivait dans le même corps, mais qui avait des souvenirs d'endroits où elle n'était jamais allée. C'est dur, alors les termes techniques et tout ça. Mais en fait, voilà, il expliquait qu'il avait l'impression d'avoir deux personnes dans le même corps, mais des personnes qui avaient des vies qui étaient différentes, qui n'avaient aucune similitude. Les schizophrènes, leur vie, au moins les lieux sont similaires. Là, il n'y avait vraiment aucune similitude entre ces deux personnalités-là. Il y a des souvenirs concrets, hein, des trucs qui sont précis, qui pouvaient écrire précisément et tout ça. Donc voilà, il y a des études scientifiques sur des cas qui n'arrivent pas à expliquer. Mais à un moment, il y a le mot par possession, tout ça, esprit, tout ça n'est rentré en compte. Attention, hein. Je dis pas que dans les, dans les papiers c'était marqué, hein. Je vous le dis parce qu'ils ne marqueront pas. Hein. Mais voilà, le téléphone est possédé par. Pardon. Donc voilà, voilà, il y a des cas de maladie, il y a des cas de possession. On ne sait pas si c'est la maladie de possession, les deux. Il y a des écrits, je pense au Vatican, il y a des écrits de personnes qu'on a tenté de soigner pour possession et qui finalement ont été traités pour maladie psychologique, hein, schizophrénie entre autres, et qui s'en sont sortis par les soins médicaux. Puis il y a des personnes qui ont suivi des soins médicaux qui n'ont jamais marché, qui ont été bénis dans. Bon, c'est pas chrétien, c'est une autre religion, qui ont été bénis, d'après les écrits, s'en sont sortis. Est-ce que tu peux mourir quand tu es possédé? Oui, oui, je pense que tu peux mourir. Je pense que l'entité qui te possède peut pousser ton corps dans une taille peut dégrader ton corps, te faire dégrader ton corps tellement fort que tu peux en mourir. Euh, oui, je pense que tu peux mourir de possession. Tu vas pas mourir instantanément, hein, attention. Il peut y avoir des visions de cauchemars, tout ça, qui te poussent au suicide. Donc voilà, je pense au niveau mental, on n'en sait pas assez sur notre propre cerveau, notre propre capacité psychologique. On ne peut pas savoir à quel moment une personne est possédée. Et puis tant qu'on ne tolère pas le paranormal, on ne pourra pas non plus traiter ça dans le paranormal. Différence entre je me souviens plus du mot. Ah oui, la différence entre possession et. Oh tiens, je m'a fait bouffer le mot. Faire posséder, se faire incorporer.
Incorporé, c'est un passage fugace d'une entité dans votre corps. Elle ne vous possède pas, elle vous incorpore juste, par exemple pour l'écriture automatique, pour vous influencer, pour vous guider dans ce qu'elle veut vous transmettre. C'est juste une incorporation. Une possession, c'est qu'elle veut posséder votre corps, comme son nom l'indique. Une incorporation. C'est des mots très différents hein, qui ont tendance à être un peu emmêlés et qui ont vraiment des conséquences très différentes. Donc ensuite, on va parler d'un sujet un peu plus large qui est un peu ambigu, c'est les protections. Parce que c'est une question qui revient souvent. J'en parlais, c'est une question qui nous revient souvent. Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous protégez? Quelle protection vous utilisez? Tout ça. Alors les protections, ça marche pas. On n'en sait pas vraiment. Est-ce que si je ne m'étais pas protégé ce jour-là, j'aurais eu des problèmes? Ou est-ce que le jour où je me suis protégé, j'ai bien fait ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est indispensable de se protéger? Vraiment, chacun a sa manière de faire. Quelle manière de se protéger? Pareil, chacun a sa manière de faire. C'est quelque chose de tellement individuel et tellement personnel que est-ce que ça marche pas et on n'a pas vraiment de preuves, mais est-ce que c'est important ou pas? Je pense que pour la personne qui se protège, c'est très important. Méditation, pierre, rituel, bénédiction, objet, tout est important du moment que pour la personne qui s'en sert, c'est important. En gros, je pense que c'est important à partir du moment où pour la personne c'est important et c'est efficace à partir du moment où c'est pour la personne c'est efficace. La croyance est quelque chose de vital dans la protection. Je ne peux pas dire que si tu y crois, ça va te protéger, mais c'est indispensable dans beaucoup de protections, dans le rituel de protection ou quoi que ce soit. Il est un point vital, mais vraiment vital d'y croire. Euh, Moi personnellement, je peux me protéger, j'y crois, donc je pense que ça marche, mais je ne fais que penser que ça marche. Est-ce que j'aurais des problèmes le jour où je ne me suis pas protégé? Que le jour où je me suis protégé, est-ce que j'aurais des problèmes si je ne m'étais pas protégé? Et le jour où je ne me suis pas protégé, est-ce que j'ai juste eu de la chance de ne pas avoir de problème ce jour-là où je ne me suis pas protégé? Les incorporations sont douloureuses parfois, même pas long. Oui, une incorporation peut être douloureuse, surtout psychologiquement. Tu peux avoir des mélanges, des flashs et tout ça. Euh, voilà. Merci. Merci. J'aime mon chapeau aussi. Donc voilà. Voilà, je vais pas partir plus longtemps là-dessus. Euh, voilà. Est-ce que vous, il y a des choses, des détails dans les enquêtes paranormales, tout ça, dans le paranormal en général, qui vous fait poser des questions? Est-ce que vous vous demandez si c'est vrai ou pas sur certaines choses et tout? Voilà. Sur la PVE, vous vous dites c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a des choses? Je retiens jamais. Un cube et succube, il fait quoi? Succube, juste. La succube te fait succomber par des délires charnels et l'incube, j'ai un trou de mémoire. Ah, j'ai un trou de mémoire sur l'incube. La succube est féminin, j'ai un trou de mémoire sur l'incube. Véro va répondre dans pas longtemps, je sais, donc j'ai essayé de répondre plus vite qu'elle, je sais qu'elle va pas tarder à répondre. J'ai un trou de mémoire sur l'incube. J'en connais des termes, mais alors celui-là, je l'ai oublié. Donc je sais que Véro va te répondre, Choum, donc je ne m'inquiète pas. J'ai un trou de mémoire affolant. Je peux pas remplir 15 millions de trucs là-dedans, donc il y a des moments, il y a des trucs qui sortent. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses dans le paranormal qui vous paraissent douteuses voilà, vous savez pas s'il faut y croire ou pas. Voilà, est-ce qu'il y a des pratiques, des techniques qui vous font douter? Alors la Ouija, par exemple, je sais pas, on en parlait tout à l'heure, la Ouija, certains y croient, certains n'y croient pas. La Ouija reste quelque chose créé pour un jouet à l'origine, les gens s'en servent. Est-ce qu'ils arrivent à s'en servir? Peut-être. Je ne me protège pas mentalement. Je sais pas, le mental est le plus important pour les personnes, pour certains, c'est comme un placebo. Alors effectivement, ça peut être un effet placebo, mais qui te garantit que que le jour où ils sont protégés, c'était pas réellement efficace? C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si c'était vraiment efficace ce jour-là. J'aurais tendance à dire succube, chou même, parce que l'incube, il me semble qu'il est masculin. Si je me rappelle bien, j'ai un trou de mémoire sur l'incube, c'est une horreur. Ah, l'incube, il me semble qu'il est masculin. Moi, c'est Nicolas Pévert, je crois. Alors, le fait d'être douteux et ambigu sur des enquêteurs, je ne pourrais pas vous aider. Chacun a vraiment sa croyance sur les enquêteurs. La protection, ça dépend des religions ou autres. Non, pas forcément.
il y a beaucoup de protections qui sont religieuses, donc pas liées à la religion. Les gens restent sceptiques quand je dis que je vois des entités, que je les entends par moments, j'ai souvent des odeurs en ce moment. Alors Nini, je te conseille de t'orienter vers des gens dont tu as vu qui avaient les mêmes capacités que soi. Euh, Parce que en fait, je suis perturbé parce que le verrou n'a pas toujours pas répondu. euh, ça y est, j'ai bouffé ta question. Toi, ça m'a perturbé. Alors, je te conseille de t'orienter vers des gens. Alors, je te conseille déjà de ne pas partir dans le délire où tu t'inventes tout ça. Je te conseille de parler à des gens qui ont déjà vécu cet élément pour simple et bonne raison, c'est qu'ils peuvent en parler avec toi. Et donc, ah, Mélanie m'a sauvé. Donc, donc, je te conseille d'en parler à des gens dont tu as vu qu'il y avait ces dons-là, parce qu'ils peuvent justement essayer de voir avec toi si c'est ton imagination ou si c'est quelque chose qui t'arrive réellement. Ne pense pas déjà que tu délires ou tu fais des. Ouais, c'est ton imagination. Vers qui je te conseille euh, ma femme par exemple, Véro par exemple, Manu, alors je te parle de ceux de mon entourage proche, hein. Véro, Manu, ma femme. Euh, Beaucoup d'enquêteurs en fait qui ont cette capacité, pas moi parce que j'ai pas cette capacité là. Voilà, faut pas que tu hésites à aller vers des gens que tu as vu qui avaient cette capacité là, hein. Voilà, il y a Manuel Martinez, Manu Chan, euh, Véronique Latreille aussi qui a cette capacité là. Il y a ma femme, Caro Olivier. Donc voilà, faut pas hésiter à en parler. Ah, j'ai vu que. Alors, coucher sur pluriel. Démon mâle, voilà. On peut prendre le corps. Voilà, c'était ça la différence. Voilà. L'incube, c'est le mâle de la succube. Donc tu ne peux pas être l'incube, au moins que tu caches ton sexe, hein, sinon c'était une succube. Incube et succube, pour moi, les violeurs et les violeuses entités. Alors oui, ça fonctionne, j'ai fait du nettoyage systématique. Ah là là. Donc voilà, je sais pas du tout où j'en suis. J'ai mon téléphone qui se casse la gueule, je retiens toutes les 2 secondes. Voilà, donc pour moi ça me fait plaisir d'être revenu sur les lives, ça me fait du bien, ça me fait du bien de parler avec vous. Des gens qui sont... Qui, des gens qui ont ce don-là m'ont dit que je ne délirais pas. Ben voilà, alors donc je te conseille de continuer à parler avec ces gens-là, si tu es encore en contact avec eux, pour essayer justement de le développer, pour apprendre à ne pas être influencé, à ne pas être perturbé par ça tout le temps. Souvent, les gens qui découvrent ces dons ont tendance à péter un câble parce qu'ils n'arrivent pas à les contrôler. Donc, je te conseille de parler avec des gens qui arrivent à le contrôler pour apprendre à le contrôler toi-même. À le développer ou pas, mais au moins à le contrôler. Donc voilà. Donc, mais voilà. Mais justement, Véro, j'avais besoin de toi puisque j'arrivais plus à me rappeler ce qu'était un incube. Et tu n'es pas arrivé. C'est heureusement que Mélanie m'a sauvé la vie parce que j'avais un trou de mémoire. Bonsoir Stéphanie. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que voilà. Ça me fait du bien de reprendre les lives. Ça fait un moment, bon, pour des problèmes personnels, que je n'avais pas pu faire ces lives. J'ai des doutes concernant les baguettes car celles que j'ai fabriquées m'ont montré toujours mon garde à manger. Elle te retranscrivait ton envie de manger à ce moment-là. Donc voilà. Tous les sujets dont je n'ai parlé, ce n'est pas pour les critiquer ni les discréditer. C'est juste pour faire comprendre qu'on est une passion qui est incertaine, où on travaille tous les jours pour arriver à concrétiser les choses. Donc voilà. La technique d'une personne qui prétend capturer des photos, des âmes comme une photo flotte, retoucher, disons. Ah oui, pour identifier les photos truquées, en général, vous regardez la netteté, il faut regarder la différence de grain. Il y a beaucoup de techniques pour voir qu'une photo est truquée ou pas. Euh, Surtout en général, les photos qui sont très troubles, très floues, comme celle du Yeti, du Sasquatch, qui sont toujours troubles. C'est pour ça que j'ai mal au crâne. Alors, merci à tous les modos qui étaient présents, même ceux qui n'étaient pas présents. Merci à vous. En tout cas, ouais, non, je suis content d'avoir repris ces lives. Je pense que je vais les reprendre. Alors, je vais vous refaire un sondage, mais je vais mettre d'autres sujets dont vous m'avez donné les idées ce soir. Donc voilà, c'est toujours libre, hein, vous pouvez rajouter des sujets vous-même, hein. N'hésitez pas à
à vous donner vos propres idées. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour ces lives. Je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain à 18h. Petit message, je vais pas tarder. J'ai préparé une vidéo d'une ancienne enquête de la maison de la Tour. La maison que. Oh putain, j'ai bouffé le nom. Je vais mettre une vidéo sur YouTube dans pas longtemps. Voilà, une ancienne enquête. Donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube qui porte le même nom que notre groupe. C'est pour ça que je mets l'original et le noir et blanc. Il faut toujours mettre l'original. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous voir. Quelqu'un peut me dire si on me voit quand j'écris, j'ai l'impression d'avoir un décalage. Non, je ne te répondrai pas. Je vais te lire, donc forcément. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de revenir. Je n'avais pas. Comme le sujet est un peu vague, je sais que je n'ai pas. Mélanie et Véro n'ont pas pu se préparer à essayer d'apporter leurs connaissances. Donc voilà, ici Mélanie m'a apporté des connaissances sur les incubes que j'avais un trou de mémoire. Merci, en tout cas, merci à tous de votre présence, de vos partages. Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps de votre dimanche. Je vous souhaite à tous un bon repas, une bonne fin de dimanche, un bon lundi de Pentecôte pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler. Merci pour vos compliments, tous vos merci, ça me touche énormément. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vais me répéter de toute façon. En tout cas, merci bien. Je vous souhaite bon dimanche, je vais le dire encore une troisième fois, quatrième fois. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis au revoir et à la prochaine.